Afin de pouvoir répondre à la demande énergétique de demain, des milliers de scientifiques se sont tournés vers la fusion nucléaire. Bien qu'il existe de nombreux concepts de réacteurs, les tokamaks semblent être les plus proches de la démonstration industrielle. Ils ont prouvé qu'il était possible de confiner un plasma pendant plusieurs minutes, de le maintenir à des centaines de millions de degrés et de réaliser des réactions de fusion grâce à des isotopes de l'hydrogène. La prochaine étape du développement est décisive. Il s'agit de montrer que l'on est capable d'atteindre Q supérieur à 1. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Q ? Q, c'est le rapport entre la puissance que l'on injecte dans le plasma grâce au système de chauffage auxiliaire et la puissance qui nous est renvoyée par le plasma grâce aux réactions de fusion. En d'autres termes, Q supérieur à 1 signifie que l'on est capable de récupérer plus d'énergie que l'on nous donne au plasma. On comprend donc tout de suite l'importance de cette étape dans la démonstration industrielle des tokamaks comme nouvelle source d'énergie. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que ce mot veut dire, tokamak, je vous invite vivement à aller regarder l'épisode 1 de Réacteur où je fais une brève introduction du sujet, parce que dans cette vidéo, je ne vais parler que de ça. Pour parvenir à cet objectif, il existe 2 programmes de recherche évalués à plusieurs milliards d'euros. Le premier, vous le connaissez sûrement, c'est le programme ITER. Situé dans le sud de la France, à Cadarache, c'est tout simplement le plus gros programme scientifique mondial depuis la mise en service de la Station spatiale internationale. Son concurrent, Spark, est quant à lui situé à Boston, aux États-Unis. Plus petit, plus simple et bien moins coûteux, ce prétendant américain développé par le Commonwealth Fusion System a pour objectif les mêmes performances que ITER, mais avec une technologie en plus, les supraconducteurs à haute température. Étant donné que l'objectif de ces 2 tokamaks sont les mêmes, mais que sur le papier, Spark paraît bien plus avantageux que ITER, on pourrait se dire que ITER est déjà dépassé. On ne peut pas simplement répondre à cette question par oui ou par non. La réponse est un petit peu plus complexe que ça, et il faut se plonger dans les technologies, les flux de chaleur et les disruptions pour mieux comprendre. Cela tombe bien, car c'est l'objectif de cette vidéo. C'est un sujet que j'avais envie de faire depuis longtemps, alors j'espère que cela vous plaira, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous devez sûrement déjà connaître le programme ITER. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une vidéo à ce sujet sur cette chaîne qui a eu énormément de succès, je tiens à vous remercier d'ailleurs. Situé dans le sud de la France, à Cadarache, ITER est le plus gros projet international de réacteurs à fusion nucléaire. Lancé par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev en 1985, ce projet réunit 35 pays, dont la France, et serait évalué entre 22 et 65 milliards d'euros. C'est un budget colossal mais difficile à évaluer, étant donné que la participation des pays ne se fait pas que de manière financière, mais aussi par l'apport d'outils, de main-d'œuvre et de matériaux. Ce coût est explicable par la taille de la machine. ITER est dans la continuation des tokamaks européens qui utilisent des supraconducteurs offrant un champ magnétique toroïdal maximal de 5 Tesla. Le champ magnétique toroïdal, je le rappelle, c'est une des composantes du champ magnétique qui permet de confiner le plasma. Alors, 5 Tesla, ça peut ne pas paraître énorme, quand on n'est pas habitué à ces unités. Mais à titre de comparaison, un IRM, c'est entre 1 et 3 Tesla. Quand on voit les dégâts que ça peut causer de rentrer dans cette machine avec un objet magnétique, on s'en rend vite compte que 5 Tesla ce n'est pas rien. Surtout que, en plus d'avoir un champ magnétique 2 fois plus intense, les bobines d'ITER feront 13 mètres de haut. C'est ainsi que le dimensionnement du tokamak a été fait. On dit qu'on est capable d'atteindre un champ magnétique de 5 Tesla au cœur du plasma, que l'on souhaite ces performances, et c'est la physique qui nous impose ce dimensionnement. Cette taille gigantesque pose des tas de problèmes dans la conception, la maintenance et même l'opération de la machine, qui pourraient être évités dans Spark. Spark est un concept de tokamak en développement au CFS avec la participation du MIT et du PSFC. Il est le successeur du tokamak Alcator C-Mode, dans la lignée des tokamaks à très fort champ toroïdal amenés par des spécialistes italiens dans la fusion et les champs magnétiques intenses, comme le professeur Bruno Coppi.
C'est un peu pour cette raison que si vous discutez avec un spécialiste de la fusion, il pourrait vous dire que Spark est un concept italien, bien que celui-ci se trouve aux États-Unis. D'ailleurs, Alcator signifie Alto Campo Torro. Comme il s'agit d'une entreprise privée, le financement vient principalement d'investisseurs comme Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et d'autres, et des entreprises comme Eni, Equinor ou même Google. Le coût de la machine était estimé à 400 millions de dollars, soit presque 100 fois moins que ITER. Mais les campagnes d'investissement pour Spark ont réussi à lever presque 2 milliards de dollars pour la réussite du programme. Pour les chercheurs du CFS, l'objectif est avant tout économique avant d'être académique. On va ainsi chercher à faire des tokamaks plus compacts, moins chers et plus faciles à entretenir. Ce qui a cependant réussi à attirer les investisseurs, c'est la technologie des supraconducteurs à haute température, autrement appelés HTS. J'expliquerai en détail ce que cela signifie dans quelques instants, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les ingénieurs du CFS ont réussi à montrer que leurs supraconducteurs à haute température étaient capables de générer un champ magnétique pouvant aller jusqu'à 20 Tesla. 20 Tesla, c'est suffisant pour soulever un avion de ligne. L'objectif de Spark est le même que ITER, atteindre Q égale 10, mais en utilisant des supraconducteurs de haute température pouvant atteindre 12 Tesla au cœur du plasma, ce qui est devenu largement possible grâce aux tests réalisés en 2021. Ainsi, avec un champ magnétique plus intense, on peut designer des tokamaks plus petits et donc moins chers et moins complexes. À côté de cela, d'un point de vue physique, cela apporte beaucoup d'avantages et d'inconvénients sur lesquels je vais revenir dans la suite de la vidéo. Comme je l'ai dit, ITER est dans la continuité des tokamaks actuels. On essaie de toujours faire plus grand et de collaborer avec toujours plus de monde. On pourrait faire une comparaison un petit peu simpliste et dire que ITER est un petit peu comme la NASA, une bureaucratie lente et plutôt conservatrice qui va se reposer sur des décennies de savoir-faire. Spark, c'est le SpaceX de la fusion. Une entreprise privée portée par une dynamique créatrice qui apporte du renouveau à la recherche. Là où SpaceX est venu tout chambouler grâce à ses lanceurs capables de se poser, Spark souhaiterait atteindre un impact similaire grâce à ses supraconducteurs de haute température. Qu'est-ce que ça veut dire supraconducteur de haute température, ou HTS ? Bon déjà, un supraconducteur, c'est un matériau qui a la propriété d'afficher une résistance nulle lorsque sa température est suffisamment basse. C'est très utile lorsque l'on veut faire passer un courant ultra intense dans des bobines afin de générer un champ de plusieurs Tesla. Les supraconducteurs conventionnels, comme ceux utilisés dans ITER, obtiennent cette propriété autour des 4 Kelvin. Les HTS de Spark, quant à eux, peuvent devenir supraconducteurs autour des 92 Kelvin. Sauf que la température n'est pas le seul paramètre qui influe sur le comportement supraconducteur d'un matériau. Ok, donc je vais rapidement expliquer ce que signifie ce graphique. Ici, on étudie un REBCO, c'est-à-dire le même matériau qui va être utilisé pour les supraconducteurs de Spark. Sur l'axe vertical, on a la densité de courant maximale que l'on peut faire passer dans le matériau avant que celui-ci ne perde sa propriété de supraconducteur. C'est donc une limite de courant maximale en quelque sorte. Sur l'axe horizontal, on a la température. On observe donc que la température critique est bien à 92 Kelvin, comme je l'avais dit, parce que c'est à cette température qu'on peut avoir les premières propriétés de supraconducteur, mais que lorsqu'on diminue la température, on augmente la limite en densité de courant que l'on peut faire passer dans le matériau. Bon, sur ce graphique, il y a aussi la dépendance avec le champ magnétique, c'est pour ça qu'il y a plusieurs courbes. Je ne vais pas me pencher là-dessus parce que ça complique un peu la question. Ce qui est important de retenir, c'est que lorsque l'on diminue la température, on augmente la densité de courant que l'on est capable de faire passer dans notre HTS. On peut donc ainsi monter plus haut en tension, faire passer un courant plus élevé et générer un champ magnétique plus intense. Et c'est ainsi que les aimants de Spark pourront atteindre 12 Tesla au cœur du plasma, tandis que ceux d'ITER seront limités à 5 Tesla. Cependant, dans le cadre de la fusion nucléaire, avoir des bobines capables de générer un tel champ magnétique est un vrai défi pour la structure du réacteur. En effet, les champs magnétiques générés
exercent des forces sur les aimants eux-mêmes. Si on fait la moyenne de ces forces, on se rend compte qu'on a une force radiale dirigée vers le centre du tokamak. C'est comme si les bobines essayaient d'écraser le solénoïde central. Il faut donc être capable de créer une structure suffisamment solide pour résister à ces forces. Et c'est pour cette raison que lorsque vous voyez des images de Spark, vous voyez beaucoup de renforcements en acier pour faire face à ce défi. Cette contrainte mécanique sera encore plus importante pour le successeur de Spark, le programme ARC, qui lui aussi utilisera des HTS, mais qui sera beaucoup plus gros afin de pouvoir démontrer la faisabilité industrielle de la fusion nucléaire. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas de matériau capable de résister aux forces qui va être générées dans ARC. Il va falloir pousser la recherche un petit peu plus loin. Et comme si cela ne suffisait pas, la petite taille de Spark va amener un autre défi pour les physiciens du CFS. Je vais devoir vulgariser quelques points sur la configuration magnétique d'un tokamak. Les bobines supraconductrices forment des surfaces de flux sur lesquelles sont inscrites les lignes de champ magnétique. Les particules peuvent voyager librement sur les lignes de champ magnétique, qui sont inscrites sur les surfaces, mais ne peuvent changer de surface que lors de collisions. De manière générale, on considère que les particules sont confinées à une surface de flux. Pour mieux observer la forme de ces surfaces, je peux prendre une section du tokamak, et sur ce plan, les surfaces vont former des lignes. Grâce à ces lignes, on est capable de complètement définir la configuration magnétique d'un tokamak. Ce que vous observez ici, c'est la configuration magnétique de ITER. Alors, non, on n'observe pas de cercle concentrique. Je ne vais pas expliquer ici comment ni pourquoi on arrive à cette forme, mais je vais expliquer ce que cela signifie pour les particules qui se trouvent dans ce plasma. On a une des surfaces de flux qui est importante et qui est représentée ici en rouge. C'est la séparatrice. À l'intérieur de la séparatrice, les particules sont confinées et vont tourner sur leur surface de flux. Cependant, si une particule se trouve sur une surface de flux en dehors de la séparatrice, cette surface va entrer en collision avec une partie du tokamak que l'on appelle le divertor. Il y a donc deux points d'impact entre le plasma et le divertor qui se trouvent juste en dessous de ce qu'on appelle le point X, parce que ça forme un X. Alors je rappelle que ici on ne regarde qu'une tranche du tokamak. Si on regarde ce que cela donne sur une caméra infrarouge, on verra qu'on a un flux de particules sur deux lignes le long du divertor. Bon, il y a beaucoup d'informations dans ce que j'ai dit ici, mais ce qui est important à retenir, c'est que le divertor est une pièce importante du tokamak, car c'est lui qui va recevoir quasiment tout le flux de particules qui va s'échapper du plasma. Il doit être ainsi capable de résister à des flux de chaleur ultra intenses. L'avantage d'ITER, c'est que comme le tokamak est beaucoup plus gros, la surface du divertor est aussi beaucoup plus grosse, ce qui va donc réduire le flux local. Cependant dans Spark, dans ce tokamak qui est beaucoup plus petit, et bien forcément le divertor va être plus petit et le flux de chaleur va être beaucoup plus intense. Une des solutions qu'a trouvé l'équipe du CFS pour faire face à ce défi est de faire une configuration magnétique avec deux points X. On passe ainsi de 2 points d'impact à 4. La configuration en double X pourrait avoir aussi un autre avantage sur le confinement, mais il y a peu de tokamak qui l'utilisent aujourd'hui, il faut donc faire un peu plus de recherche sur ce sujet. C'est mon sujet de thèse, la configuration double X. Aussi, Spark prévoit de fonctionner en régime pulsé et non continu. Cela signifie que le plasma va être allumé pendant une dizaine de secondes avant de s'éteindre et que le divertor puisse refroidir. Ce n'est pas la seule raison qui a poussé les ingénieurs à CFS à faire un régime pulsé, mais on en reviendra dans la prochaine partie. Cependant, il est bien prévu que ARC fonctionne en régime continu, bien qu'il reste beaucoup de recherches à faire afin que les parois du divertor ne fondent pas. Bon, pour l'instant ça sonne pas très bon pour Spark, on a vu que des points négatifs pour lui, mais je n'ai pas parlé d'un point très important et qui pourrait être la raison de l'obsolescence d'ITER. La physique des plasmas de tokamak est régie par la magnéto-hydrodynamique, autrement dit la MHD. La MHD, c'est l'union entre la mécanique des fluides et l'électromagnétisme.
autant vous dire que c'est pas un domaine très facile. Le plasma est donc un fluide qui va réagir au champ électromagnétique externe, mais qui va lui-même créer son champ électromagnétique. Ainsi, comme tous les fluides, le plasma pourra donc observer la génération d'une onde, de turbulence ou encore d'instabilité. Une disruption correspond à l'apparition brutale d'une instabilité MHD dans le tokamak, ce qui conduit à la perte totale du confinement. Il en résulte en une libération de l'énergie thermique et magnétique qui était contenue dans le plasma en quelques millisecondes. Ces instabilités représentent un risque majeur pour l'opération de ces machines dans les conditions de sécurité et de sûreté adéquates. En effet, elles peuvent provoquer des dégâts considérables par dépôt thermique localisé, force de la place dans les structures ou encore par la génération d'électrons de haute énergie qui sont accélérés pendant la disruption et qui peuvent percer les parois du tokamak. C'est un phénomène vraiment pas souhaitable et encore plus pour les futurs tokamaks où la densité d'énergie sera encore plus élevée et donc les dégâts potentiels aussi. Actuellement, beaucoup de recherches est réalisée afin de pouvoir prédire et mitiger ces instabilités, mais même si 99% des disruptions étaient maîtrisées, il n'en suffirait que d'une seule pour mettre hors service un tokamak pendant une très longue période. Actuellement, sur le tokamak Jet, souvent considéré comme le prédécesseur de ITER, 16% des expériences résultent en une disruption. C'est donc un phénomène assez fréquent. Les conséquences d'une disruption dans Spark seraient à peu près les mêmes que ITER. Mais le tokamak américain semble être moins disposé à voir ce type d'instabilité. Sur ITER, comme le courant plasma est élevé, on monte à 15 mA, mais que le champ magnétique au cœur est assez faible, à 5 Tesla, la fenêtre de fonctionnement pour avoir suffisamment de cisaillement et ne pas avoir d'instabilité MHD est assez étroite. A l'inverse, dans Spark, le champ magnétique est beaucoup plus intense, on monte à 12 Tesla au cœur. En plus, pour montrer qu'on est capable d'atteindre Q égale 10, on n'est pas obligé de faire un tokamak qui fonctionne en continu. Ainsi, on n'est pas obligé de générer un courant plasma aussi intense que dans ITER, ce qui fait que la fenêtre d'opération est beaucoup plus grande pour ne pas avoir de disruption. C'est donc surtout pour maîtriser les risques que les ingénieurs du CFS ont décidé de faire un tokamak pulsé. Cependant, les deux machines sont sujets à des disruptions qui peuvent avoir lieu si un objet tombe dans le tokamak. Cela peut être un boulon, une tuile ou la protection d'un diagnostic. Mais, comme Spark est beaucoup plus petit que ITER, cela réduit forcément les chances qu'il y ait un objet qui tombe dans le plasma. Donc encore une fois, le point est à Spark. Un des défauts majeurs d'ITER est la difficulté que l'on aura pour effectuer des réparations à l'intérieur de la chambre à vide. Une fois que le tokamak sera terminé, il sera scellé et plus personne ne pourra rentrer dedans. Les opérations de maintenance ou de réparation seront faites par un bras articulé et robotique qui pourra rentrer dans la chambre à vide et faire toutes les maintenances. Alors la première raison pour laquelle les ingénieurs ont décidé de sceller le tokamak est que les pièces sont si grosses et si complexes qu'il serait très compliqué de pouvoir créer une porte d'entrée. Mais la raison principale est que lors des opérations de ITER, il va y avoir génération de tritium qui va se déposer sur les parois du réacteur. Or, le tritium est un matériau toxique et radioactif et l'ASN n'a pas autorisé que le tokamak puisse être ouvert. C'est donc pour des raisons de sûreté, radioprotection, que ITER sera scellé. Il faudra donc que ITER fonctionne parfaitement du début jusqu'au démantèlement. C'est un risque assez important mais inévitable du fait de la complexité de la machine. Pour Spark, sa taille beaucoup plus petite rendra beaucoup plus facile la réalisation de maintenance ou de réparation dans le réacteur. Son successeur, Arc, va plus loin dans la modularité et prend mieux en compte les modifications qui pourraient être faites dans la chambre à vide au cours de son opération. Vous voyez cette image qui est une représentation de ce à quoi Arc pourrait ressembler, et vous voyez tous ces boulons qui se trouvent sur le plan équatorial de la machine. L'idée serait que l'on pourrait déboulonner la machine afin de pouvoir retirer la partie supérieure du tokamak et accéder aux composants internes.
Il existe un autre concept pour Arc, où le tokamak ne se désassemble pas en deux parties, mais où les secteurs sont dépliables afin de complètement laisser sortir la chambre à vide. Je me permets de laisser la vidéo quelques instants afin de vous laisser apprécier cette beauté. Cette possibilité rend le tokamak beaucoup plus attrayant d'un point de vue industriel, mais pose la question du raccordement des deux parties. En effet, comment être sûr que l'étanchéité de la chambre à vide soit respectée, mais surtout comment être sûr que ces supraconducteurs qui seront coupés pourront être raccordés? C'est un des défis pour les ingénieurs du CFS. Les défis des tokamaks cherchant à prouver la faisabilité d'un réacteur à fusion nucléaire comme nouvelle source d'énergie sont grands. La taille et le coût de ITER ont fait de lui le boss final des tokamaks européens. Cependant, grâce au développement de la technologie des supraconducteurs à haute température, les ingénieurs du CFS ont ouvert une nouvelle voie dans la conception des tokamaks. Bien que ITER semble plus en mesure de tester le fonctionnement continu d'un réacteur futur, Spark semble mieux prendre en compte les contraintes de coût et de maintenance qu'une industrialisation impose. En plus, avec la pandémie de Covid-19, la mise en service d'ITER a pris du retard, et il est plus probable que Spark démarre avant, en 2025, même si son assemblage n'a pas encore commencé. En cas de succès, cela débloquera la prochaine étape du développement, la conception d'un tokamak capable de démontrer la faisabilité industrielle pour générer de l'électricité. Arc pour succéder à Spark et Demo pour succéder à ITER. Les investissements dans l'entreprise privée pourraient affluer et la recherche pourrait être accélérée. J'aimerais que vous quittiez cette vidéo en retenant une chose. Même si la voie prise par ces deux programmes diffère, elles sont toutes les deux complémentaires et nécessaires pour le développement de la fusion nucléaire. On peut penser que l'approche du CFS est plus rapide et plus robuste, mais cela ne rend pas ITER obsolète. Au contraire, je suis persuadé que les expériences sur ce géant seront nécessaires au développement de Arc, et d'un autre côté, je pense que le succès de Spark permettra d'attirer l'attention sur les futurs programmes européens sur les tokamaks, qu'ils soient publics ou privés. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cela vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. C'était David Moiraf et on se retrouve dans une prochaine vidéo.